Du 24 septembre au 7 octobre, le Carré des Voiles fête l'événement tous les jours à 18h en direct live du village des Voiles et retransmis sur la chaîne YouTube d'Énergivare. De nombreux invités seront au micro de Rémi Pelletier. Le Carré des Voiles avec Triba à Roquebrune-sur-Argent et Gassin, Ertrich et Bénisterie à Roquebrune-sur-Argent, Gémy Peugeot à Trans-en-Provence, Fréjus et Cogolin, Cuisine Plus à Puget-sur-Argent et Estérel Plomberie Chauffage à Fréjus. Le Carré des Voiles, disponible en replay. Bienvenue pour le Carré des Voiles, toujours dans le village des Voiles de Saint-Tropez. Voiles de Saint-Tropez, seconde semaine, acte 2, avec un temps magnifique, une température qui monte. Moins de vent que cette première semaine, mais des conditions qui permettent au maxi monocoque de naviguer. Et toujours bien, parce qu'en général, quand il y a à peu près 5 nœuds de vent comme aujourd'hui, ils peuvent monter à environ 10-11 nœuds, voire un peu plus, parce qu'ils ont des très grands mâts, il paraît. Et donc justement, ils vont chercher l'air très très haut. Jean-Paul Mourin, qui est un de nos invités, nous en parlera. C'est le spécialiste des mâts, Jean-Paul Mourin. Alors, Jean-Paul Mourin, donc j'ai cité son nom, navigateur marseillais, qui navigue avec un autre invité présent également ici, Christopher Pratt, sur le bateau Lady First 3, qui appartient à un armateur marseillais, monsieur Dréau, si je ne m'abuse, Jean-Pierre Dréau, qui est également sponsor de la course au large dans la voile, avec Xavier Macaire, si je ne m'abuse également. Tout à fait. Voilà, j'ai tout bon. Et donc, vous êtes à bord avec également la vice-présidente de la Fédération Française de Voile, donc c'est pas rien non plus. Oui, Corinne Migraine, plus d'autres. Non, mais il y a un gros bagage à bord. Hein. Bon, on va parler de ça dans quelques minutes. Juste à côté de vous, Clément Giraud. Clément Giraud qui navigue lui, sur un Wally, donc c'est des bateaux sublimes qui s'appellent Ryokan, celui-là. À peu près 80 pieds, si je ne m'abuse également. Et il nous parlera également, Clément, de son rôle comme ambassadeur de la Fédération française des 10, donc notamment qui concerne la dyslexie. Et il a un projet justement autour du handicap avec la voile, car la voile permet de partager beaucoup de choses. Christopher Pratt, donc je l'ai cité, le skipper du bateau de Monsieur Dréau, donc qui s'appelle Lady First 3. Il est marseillais également. Il a une société qui s'appelle Marcel. Il fait beaucoup de team building, de l'incentive pour les entreprises et il a un côté assez mélanger le sport, la psychologie, l'entreprise. Voilà, essayer de montrer que quand on est beaucoup sur un bateau, ça permet de fédérer, j'imagine, beaucoup de choses. Et enfin, on a la chance de recevoir Isabelle de Mongeau, qui elle est plutôt dans un sport de raquette avec des balles qu'on appelle le tennis, qui a été la numéro 2 française, donc à très très haut niveau, 24e joueuse mondiale, donc c'était plutôt dans les années 90. Et elle est aujourd'hui, elle a toujours été à Saint-Tropez, je crois, mais elle est aujourd'hui professeure de tennis, notamment dans un club de tennis à Saint-Tropez qui s'appelle l'Escalet, si je ne m'abuse, et qui domine d'ailleurs un peu le golfe de Saint-Tropez, puisqu'elle m'a raconté qu'elle pouvait voir les bateaux des voiles naviguer, ce qui est pas mal, parce que donner les cours de tennis, c'est admirer le spectacle. J'espère qu'elle se concentre quand même sur ses élèves, c'est quand même important. Alors Isabelle, on va commencer avec vous, parce que la première question, c'est dans le sport, la compétition, la performance, c'est essentiel. Là, vous avez des marins donc, qui ont fait des courses en solitaire, en double, en équipage. Les voiles de Saint-Tropez, pour eux, c'est super. Mais ils ont fait des trucs très très durs, notamment la course du Figaro, comme Jean-Paul Mourin, où on est en solitaire pendant des étapes de 4 jours, où on ne dort pas la nuit ou quasiment pas. Est-ce que déjà vous avez une petite idée de ce qu'est la course au large et vous avez déjà rencontré des marins dans votre longue carrière? Oui, justement en 92, j'avais pu assister à l'America's Cup qui était à San Diego, sur le bateau français avec Marc Pajot. Et c'est vrai que voilà, je trouve que c'est d'un très haut niveau. On est arrivé aujourd'hui à des bateaux qui sont quand même exceptionnels, à ce qu'on arrive à voir dans le port et la mécanique, enfin tout ce qui est, c'est assez impressionnant. Moi, j'ai plutôt le mal de mer, je suis plutôt une terrienne, donc je préfère voir le spectacle. Ça me plaît bien, mais je trouve qu'il y a une grosse exigence et puis on prend des risques quand même. C'est risqué par rapport au tennis. Alors justement, la voile, on le dit souvent, dans la course au large, c'est un sport mécanique, parce qu'il y a beaucoup de matériel, c'est un peu comme dans la Formule 1, mais c'est aussi un sport de mental, évidemment, et notamment dans la course en solitaire, mais pas que. Et quand vous voyez que, par exemple, des marins comme ceux qui vont sur le Vendée Globe pendant 80 jours, un peu moins pour certains, etc., peuvent ne jamais dormir ou très peu dormir, ou avoir des journées un peu particulières où on n'a pas le temps forcément de manger, de faire beaucoup de choses. Ça vous fascine cet univers un petit peu ?
Bien sûr, après un match qui dure très longtemps, il peut aussi devenir 5-6 heures et puis aussi on a des moments d'attente, beaucoup de moments d'attente, mais là c'est pas comparable. Je veux dire, ce qu'ils arrivent à faire, le sommeil est important, je pense qu'à peu près 6 heures, je pense que c'est raisonnable, mais voilà, il y a des éléments autour extérieurs qui font que voilà, ça doit être très usant. Et il faut sacrément être préparé. Et je pense que voilà, maintenant, on n'a plus le choix d'être accompagné, encadré, et puis de se préparer au mieux pour affronter tous ces éléments. Alors moi, je suis passionné de tennis, mais alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est votre regard, si on peut en parler un petit peu, sur le tennis d'aujourd'hui, parce que les années 90, c'était quand même peut-être une autre époque. Aujourd'hui, comment vous voyez les choses, et notamment rapidement dans le tennis français, parce qu'on a Caroline Garcia qui se débrouille de mieux en mieux, mais chez les hommes, on a quand même que le 28e mondial, ce qui est pas génial en fait, non ? Aujourd'hui, c'est vrai qu'on est un petit peu faible côté français. On a du mal à trouver des joueurs qui vont traverser les tableaux et aller loin dans les grands chelems. On voit que ça bouge quand même énormément au plus haut niveau non mondial, quand même, avec des jeunes joueurs qui arrivent un petit peu de différents pays. On voit que voilà, on a des anciens qui sont en train de laisser leur place, et je pense que ça va faire aussi du bien, parce qu'il faut bien sûr passer un jour à autre chose. Serena Williams aussi qui a décidé d'arrêter, mais je crois que il y a un encadrement. Enfin, moi, je me rappelle, j'avais un coach, et encore par moment. Aujourd'hui, il y a toute une équipe qui encadre le joueur, qui est assez incroyable. Et il faut des moyens. Donc, c'est beaucoup d'argent. Et de là, c'est assez difficile aujourd'hui de faire. En tout cas, au départ, quand vous êtes jeune, d'avoir les moyens de passer toutes ces étapes. Après, il faut les passer vite. Il ne faut pas qu'on tarde dans les bas-fonds, et après je dirais c'est la motivation, c'est le plaisir et la passion qui va faire la différence aussi. Alors on va juste parler, on reviendra un peu sur le tennis, parce que je crois que vous avez un rôle avec la Fédération française de tennis et notamment avec le nouveau président de cette fédération, Gilles Moreton. Quelques mots sur les voiles de Saint-Tropez, pour vous qui êtes donc de Saint-Tropez. L'image de l'événement, c'est un événement que vous considérez comment ? Parce qu'il y a des marins qui viennent du monde entier, des régatiers qui ont fait des médailles olympiques qui viennent de Nouvelle-Zélande, du Brésil, etc. C'est un truc assez unique ici. C'est l'ouverture vers l'extérieur. Je crois qu'on en a vraiment besoin. Nous, on est à Saint-Tropez, dans notre petit village. Moi, je suis née ici. C'est vrai que toute ma carrière, j'ai pu partir explorer un petit peu tous les pays. Et j'avoue que quand ils viennent nous rejoindre, ça fait du bien aussi. Et c'est brasser les expériences. Et je crois qu'il faut qu'on en arrive aussi à plus échanger entre nous. Et ce que j'aimerais, moi, voir dans le tennis aujourd'hui, c'est que les coachs acceptent aussi de vivre des expériences ensemble, de partager des choses pour essayer de faire avancer un joueur ou une joueuse. Et je crois que ça sera notre force de pouvoir, pourquoi pas, piocher un petit peu à droite à gauche et s'alimenter vraiment d'expériences de sportifs de haut niveau. Donc vous êtes professeur de tennis aujourd'hui, donc à l'Escalet, je le disais, donc vous voyez clairement les bateaux des voiles de Saint-Tropez pendant que vous enseignez. Oui, en fait c'est sur la commune de Ramatuelle, mais c'est vrai que la dernière fois ils étaient partis jusqu'à Cap Taillat, le cap incroyable que l'on a juste devant, et c'est magnifique. C'est vrai que voilà, ces voiles sont impressionnantes, il y a de belles couleurs. Enfin, j'ai remarqué qu'il y avait de sacrées couleurs, ça fait du bien. On peut aussi peut-être repérer un peu mieux les bateaux. Je trouve que voilà, ces voiles sont incroyablement. Moi j'ai pu apercevoir les deux qui sont avec ces voiles très très hautes. On se dit que ça va beaucoup plus vite. Après, c'est l'histoire du vent. C'est ce que je disais, mais en fait, comment faire du vent maintenant quand il n'y a pas de vent? Et voilà. Christopher Pratt va nous expliquer justement. Alors, comment est-ce qu'on régate aujourd'hui? Il y avait donc, je crois, à peu près 5 nœuds de vent. Comment ça se passe, notamment pour Lady First 3, le bateau que vous skippez, avec notamment à bord, je le disais, Jean-Paul Mourin, Corinne Migraine et bien d'autres? Ça se passe très bien. On a une édition des voiles, en tout cas pour cette deuxième semaine, qui est sous le signe du beau temps et du vent faible, voire très faible. Donc des courses qui sont très tactiques finalement, parce que contrairement à ce qu'on peut penser, le peu de vent implique beaucoup de technique, beaucoup de tactique, beaucoup de concentration. Donc c'est usant pour les nerfs, pour les neurones, un peu moins pour les muscles.
Et donc voilà, aujourd'hui comme hier, on a eu finalement un parcours qui était assez tactique, assez stratégique, où il faut essayer de s'extirper des zones de calme et de prendre la moindre risée pour avancer un petit peu plus vite que nos concurrents. Quelques mots sur Lady First 3, ce bateau donc appartient donc à Jean-Pierre Dréau. C'est un bateau particulier ? Oui, un bateau qui a été construit en Italie en 2019, qui est construit et designé en Italie. C'est un Milus 60, donc 18 mètres. Donc ça fait partie des petits bateaux aujourd'hui dans le port, mais ça reste quand même une très belle unité. Et c'est un bateau, tu parlais de Wally tout à l'heure, qui se rapproche un peu du design, d'ailleurs italien aussi, de ces bateaux-là, qui est un bateau de course croisière, donc un bateau qui nous permet de faire à la fois les voiles de Saint-Tropez et d'être performant sur cette course-là, puisque je connais pas encore les résultats d'aujourd'hui, mais hier on était 4e, donc c'est pas si mal. Et en même temps, c'est un bateau avec lequel on a fait une transat cette année. On a participé plusieurs fois à la course du Fastnet. Donc vraiment des grandes courses au large très engagées. Donc c'est un bateau qui répond en fait à beaucoup de critères de notre cher propriétaire et qui nous permet de vivre des moments incroyables comme cette semaine ou des choses complètement à l'opposé, à la course du Fastnet, sous la pluie, dans le vent fort, mais toujours des bons moments. Alors comment en tant que chef d'orchestre, skipper de ce magnifique bateau, vous gérez notamment le petit Jean-Paul Mourin qui est un jeune navigateur qui débute ? Alors l'histoire c'est quand même que Jean-Paul m'a permis de faire de la course au large. C'est-à-dire que quand j'avais 18 ans, je sortais du 420, je rêvais de faire de la course au large parce que j'avais vu Florence Artaud gagner la Route du Rhum et sur ce magnifique Pierre Ier. Et j'avais qu'une idée en tête, c'était de faire ça. Et donc j'étais à Marseille. Et à Marseille, le skipper qui faisait de la course au large, c'était Jean-Paul. Donc j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé Jean-Paul et je lui ai demandé s'il pouvait m'emmener naviguer. Il est bien Jean-Paul. Hein. Et il m'a appris. Et figure-toi que ça va même plus loin, puisque après on a régaté l'un contre l'autre sur les solitaires du Figaro. Et on a fait plein de choses ensemble ou l'un contre l'autre. Mais c'est lui aussi qui m'a fait venir sur Lady First. Et voilà, aujourd'hui, j'ai un petit peu piqué sa place. Mais il est une partie incontournable de l'équipage et il est indéflectible. Il sera toujours là à bord de Lady First et c'est un plaisir chaque année, enfin chaque régate de le retrouver à bord. Jean-Paul, ça va au niveau du portrait du navigateur, ça... C'est tout à fait vrai, parce que maintenant mon rôle c'est sommelier, donc... Donc 2 mots, Jean-Paul, déjà sur cette rencontre avec Christopher Pratt, donc qui remonte à quelques années. Oui, mais... vous partagez les mêmes valeurs, vous avez fait les mêmes courses, la solitaire du Figaro, vous êtes très proches finalement. Oui, parce que quand on est au fin fond de Marseille, la course du Figaro c'est très très loin. Tout cet univers océanique est très loin de Marseille. Donc on a... Tu veux dire les Bretons, les Bretons, la vallée des Fous, les Normands. C'est vraiment des gens extraordinaires. Et que pour les s'intégrer là-bas, il faut que nous on fasse un effort déjà en train et en avion, quoi. Et toute la passion nous aide énormément, donc on a fait l'effort de le faire et on ne regrette absolument pas et on s'est régalé avec eux. Alors donc quelques mots sur l'équipage de Lady First qui régate donc aux voiles de Saint-Tropez. Donc déjà les voiles, c'est un événement, on va se dire vous parce qu'il paraît qu'il ne faut pas se tutoyer, que vous connaissez super bien. Parce que vous êtes venu déjà, je crois, à la New Largue. Une 50aine de fois. Ouais, donc c'est colossal. Et régater ici sur ce bateau, c'est toujours un plaisir. Vous avez essayé tous les bateaux à peu près. C'est une magnifique récréation, surtout que c'est un salon nautique flottant extraordinaire. Qu'on fasse la première semaine ou la deuxième, on a plein les yeux, donc on fait le plein d'images extraordinaires. Et c'est réconfortant, et pour passer l'hiver, c'est très bien. Et alors le propriétaire par exemple, Jean-Pierre Dréau, l'armateur du bateau, il est à la barre, comment ça se passe Tout à fait. Il participe activement. Non mais on a besoin de savoir, les armateurs ils sont très actifs. Vous avez raison, il aime bien déléguer, c'est un champion du monde du délégage. Et nous, on essaie de lui retransférer la responsabilité, notamment. On lui a dit owner driver, et alors du coup, il s'est piqué au jeu, et ça fait 2 jours qu'il barre dans le petit temps, et que c'est vachement plus difficile que quand c'est un vent moyen. Et donc, il est fatigué le soir, mais il se régale en tout cas. Bon, donc les Marseillais sont quand même vachement bien représentés dans cette édition des voiles de Saint-Tropez, mais il y a également des navigateurs qui ne sont pas marseillais. Et voilà, donc Toulon, donc on n'est pas loin, on est toujours dans le Var, dans le département où se déroulent les voiles de Saint-Tropez. Et donc c'est Clément Giraud. Alors Clément, ouais. Vous êtes sur Ryokan, c'est une autre génération de bateaux, les Wally. Quelques mots sur ces bateaux ultra modernes.
Oui, les Wally, ça fait quelques années maintenant qu'on les voit. Moi, je pense que je dois être à ma 24e édition des voiles. Donc, c'est des bateaux qui nous faisaient rêver quand on était gamin, entre guillemets. Et aujourd'hui, on a la chance, depuis quelques années, de naviguer sur ces beaux bateaux qui sont très esthétiques et dont la bataille avec lesquels on arrive à se battre quand même de manière sérieuse en inshore. Alors justement, ceux qui ne connaissent pas les Wally sont des bateaux un peu épurés, il n'y a pas grand-chose sur les ponts. ponts. Un petit peu épurés, ça nous change vraiment des bateaux, comme ce que disait Christopher, des bateaux qui sont dans la capacité d'aller vraiment au large, de faire des très grandes courses ou de faire des traversées de l'Atlantique. C'est des bateaux qui sont plus pour des petites courses. À la journée ou sur 2-3 jours comme sur la Giralia ou des choses comme ça. Donc voilà, donc c'est un autre exercice mais qui est tout aussi sympa, tout aussi difficile, surtout quand on se bat contre eux. Et donc là, il y a un équipage international? Non, pas du tout. Nous, français. C'est un équipage franco-français, ouais. D'accord. Et donc avec des navigateurs qui viennent de toutes les régions de France? On a des très bons navigateurs qui viennent de tous les régions. Oui, d'ailleurs, on a nos Brestois qui essayent de s'intégrer. Non, c'est pas vrai du tout, ils sont super intégrés. Et donc vous êtes sur un projet autour de la, on va dire, de résumer, autour de la dyslexie. Alors en fait, voilà, moi j'ai la chance de faire de la course au large, j'ai eu la chance de faire le dernier Vendée Globe, de le terminer avec des envies d'y retourner, mais de le faire un petit peu différemment. Et pour l'approche humaine et sociétale avec laquelle je veux faire mes futurs projets, c'est à travers une cause, en soutenant une cause. Et puis depuis peu, je suis ambassadeur de la Fédération française des 10. Donc j'ai eu 10 comme dyslexie. 10 comme dyslexie, et pas que 10 d'orthographie, et dyscalculie, et puis tout un tout autre tas de troubles de l'apprentissage. On l'a vécu au sein de la famille, toutes les difficultés avec la reconnaissance des 10 comme un handicap et tout ce que ça représente. Donc voilà, donc aujourd'hui je vais porter projet pour lier justement le partage, puisque depuis le début dans les projets voiles, on est en association et on veut faire partager notre monde qui est le monde de la course et de la course au large, donc le faire goûter au maximum de gens. Parce que je suis persuadé que les valeurs qu'on véhicule sont vraiment fantastiques, des valeurs de vie, et donc d'allier cause au sport. Et le Vendée Globe que vous avez terminé, qui est une course aussi exceptionnelle, hein, autour du monde, en solitaire, sans assistance, sans escale, il faut toujours le rappeler. C'est quelque chose que vous voulez refaire, parce que c'est pour vous, c'est la course des courses. Oui, je crois que j'ai été vraiment piqué. Bien sûr, je dis pas que il faut pas dénigrer les autres courses, donc c'est pas la course des courses. Il y a des gens qui ont envie de le faire, les gens qui n'ont pas envie de le faire, c'est des Everest. C'est sûr que c'est très haut. Il y a des gens qui ne supporteraient pas de le faire comme dans les conditions dans lesquelles moi je l'ai fait. Moi, il fallait que je le fasse. Voilà, il fallait que je le fasse. Mais aujourd'hui, j'aimerais le faire avec plus de sportifs, puisqu'on parlait d'argent tout à l'heure dans le tennis et dans l'os, mais il en faut aussi sur les petites équipes ou les équipes qui veulent grandir, en tout cas devenir meilleures. Et c'était une condition sine qua non d'un nouveau départ pour moi. Donc ça s'est pas fait sur cette édition. J'espère que ça se représentera. Bon, super. Quelques mots, on va terminer avec vous, Isabelle et Christopher. Quand vous entendez parler à tous ces marins de voile, il y a quand même une vraie notion de partage, hein. On sent que même s'ils courent parfois en solitaire, ils n'ont pas envie de cacher grand-chose de leur métier et tout se partage. Mais j'imagine que dans le tennis aussi, ça doit être un peu le cas. Peut-être un peu moins. Beaucoup moins. Moi, j'aimerais bien qu'on arrive à ça. Maintenant, le haut niveau, c'est quelque chose qui est une vraie drogue, en fait. Et on a envie toujours de pousser un petit peu ses limites, mais... Encore que, voilà, je trouve qu'aujourd'hui, peut-être que aussi au niveau, dans le tennis en tout cas, il y a le mental qui a pris une place énorme. On peut le voir récemment sur le tournoi de l'US Open, où on a pu voir que beaucoup de joueurs pensaient qu'ils pourraient aller au bout du tournoi pour une fois. Et chacun, dans leur discours, avait véritablement une envie d'aller au bout. Et ça, je ne sais pas si de votre côté... au niveau mental, comment vous vous préparez. Mais en tous les cas, je sais que dans le tennis, ça a pris vraiment sa place et c'est vraiment dans ce qui permet aujourd'hui, je crois, de Réponse courte de Christopher Pratt.
Réponse courte, oui, on travaille mentalement, mais certainement pas assez. Après, on n'est pas sur un sport d'opposition en one-to-one, mais plutôt sur une lutte, en tout cas, une gestion de nous-mêmes et des éléments. Et des éléments, mais finalement, c'est quand même, on est seul face à nous-mêmes. En tout cas, moi, mon approche, c'est d'être centré sur moi et pas sur les adversaires. Isabelle, dernière question. Vous m'avez dit que donc vous étiez un peu rapproché de la Fédération française de tennis pour travailler sur des dossiers importants. On parle beaucoup de MeToo en ce moment en France. C'est quoi les dossiers sur lesquels vous êtes engagé, notamment avec la Fédération française de tennis ? Non, mais moi c'est mon parcours, une cause sur les violences sexuelles dans le sport tout simplement ça s'appelle la réparation. Et ce que j'ai réussi à faire avec ma fédération aujourd'hui, c'est qu'elle me tende la main, qu'elle m'ouvre la porte. Et pas que simplement pour, en tout cas, essayer d'organiser un peu cette cellule d'intégrité qu'on a montée il y a 2 ans, mais aussi d'avoir ma place dans le tennis à nouveau, dans l'enseignement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je prends beaucoup de plaisir. C'est un petit challenge de remettre la pratique du mur dans tous les clubs de tennis et au centre de nos écoles de tennis, puisqu'on a tous joué au mur à un moment donné. Et c'est essentiel pour nos jeunes élèves. C'est génial. Alors on parle en 2 secondes du cornichon. Pourquoi le cornichon ? The Pickleball, c'était un nom d'un chien américain, d'un propriétaire américain, et qui a décidé de faire un sport qui s'appelle le pickleball. Donc c'est une balle qui a des trous, qui est très légère, une raquette légère un peu plus petite que celle du paddle, et on est sur un terrain de 71 mètres carrés. On joue à 2 ou à 4. À 4, c'est préférable, c'est plus sympa. Beaucoup de fun, des règles qui sont assez faciles, mais qui empêchent de finir trop vite au filet. Donc voilà, c'est intergénérationnel, je dirais. Et aujourd'hui, on est à 6 millions de pratiquants aux États-Unis et c'est en train d'exploser. Voilà, j'espère qu'on pourra le faire l'année prochaine ici, parce que tous les équipages auraient pu très bien se confronter. C'est génial. Alors il y en a un qui est partant tout de suite, c'est Jean-Paul Morin, Voilà. parce qu'il est très cornichon, lui. Oui, malgré ma dyslexie, j'y arriverai quand même. Voilà. Et je pense qu'on aura beaucoup de candidats. Oui, c'est une très bonne idée. On va, Je suis prête. on Voilà. va en parler aux organisateurs. Et donc, si on veut vous voir, vous êtes à l'Escalais. Hein. C'est ça, à l'escalier, je reste passionnée dans mon enseignement, et pour moi, que ce soit du loisir ou du haut niveau, je donne la même chose et je suis à fond dedans, et voilà, je me régale encore. C'est très sympa d'être venu nous voir, Isabelle. Merci beaucoup, Isabelle de Mongeau. Merci, Christopher Pratt, d'être venu spécialement de Marseille. Non, je rigole. Ainsi que Jean-Paul Morin, spécialement de Marseille également. C'est très loin, oui. Et Clément Giraud, spécialement de Toulon. Ça, Vous allez aller encore mieux. à la route du Rhum ? Alors, Christopher, là, on continue le débat. Non, on a Je vais y aller à la route du Rhum. On je sera devais- à Saint-Malo. On sera probablement au départ, enfin moi je serai probablement au départ de la route du Rhum pour aider Maxime Sorel, qui prendra le départ sur un bateau qui s'appelle VNB. Avec un dragon. Avec un joli dragon, un bateau incroyable. Clément, je sais pas, je pense qu'il ira faire un tour aussi. C'est une course à laquelle j'ai participé en 2010. Vous devez que j'aimerais connaître refaire un quelques- jour, mais pas cette fois. Vous devez connaître quelques navigateurs, parce qu'il y en a 138. Hein. Il y a quelques femmes, mais il y a, Je connais peut-être pas les 138, mais j'en connais quelques-uns, oui. Bon, ben alors, donc, on se retrouvera à Saint-Malo, alors. Avec plaisir. Parce que moi, j'y serai. Nous, on se retrouve très vite pour la suite du Carré des Voiles sur Énergivare, sur la chaîne YouTube de Énergivare. Merci beaucoup. Merci Rémi. Du 24 septembre au 7 octobre, le Carré des Voiles fête l'événement tous les jours à 18h en direct live du village des Voiles et retransmis sur la chaîne YouTube d'Énergivare. De nombreux invités seront au micro de Rémi Pelletier. Le Carré des Voiles avec Triba à Roquebrune-sur-Argent et Gassin, Ertrich et Bénisterie à Roquebrune-sur-Argent, Gémy Peugeot à Trans-en-Provence, Fréjus et Cogolin, Cuisine Plus à Puget-sur-Argent et Estérel Plomberie Chauffage à Fréjus. Le Carré des Voiles, disponible en replay.